Non, c'est très bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Françoise Élien, je suis la fondatrice et la présidente de l'association nationale Jeunes Aidants Ensemble. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour ce 3e colloque à propos des jeunes aidants. Nous pouvons, me semble-t-il, nous enorgueillir, c'est difficile à dire hein, le matin, du chemin parcouru. Les premiers ateliers cinéma répit de Jade sont nés en 2014 et nous sommes ravis de vous annoncer que cette année nous fêtons leurs 10 ans. Ces ateliers sont nés dans l'Essonne. Aujourd'hui, 22 départements en France bénéficient d'un atelier Jade, quel que soit le média artistique. 2024 fera date. Une autre date d'importance, 2017. En 2017, je rencontre de façon choisie et volontaire le laboratoire de psychopatho et de processus de santé en personne de Aurélie Huntas et Géraldine Dorard. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés et je dois dire que le chemin parcouru par le projet de recherche JAID est absolument exceptionnel et étonnant. La recherche, pourquoi ? La recherche, c'est elle qui nous permet de mieux comprendre qui sont ces jeunes, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent, ce dont ils ont besoin, leurs difficultés. Mais la jeunesse nous oblige. Nous avons une responsabilité collective à construire, acteurs de la recherche, acteurs de terrain, les associations, les pouvoirs publics, les institutions, des dispositifs et des réponses à leurs attentes et à leurs besoins, dans un esprit peu français de prévention et d'anticipation des conséquences. J'aimerais dire que l'ensemble des projets poussés par JAID et le projet politique et sociétal de JAD sont en fait les deux faces d'une même pièce. Comment ferions-nous, du côté de JAID et de JAD, si nous n'avions pas des partenaires financiers fidèles, notamment des partenaires publics, mais aussi des partenaires privés. Je laisserai le soin au professeur Aurélie Huntas de présenter Jeunes de France, qui représente Malakoff Humanis. Il faut que vous sachiez que c'est un partenaire financier privé qui est là depuis l'origine du projet sociétal de JAD et depuis l'origine des projets de recherche JAID. Vous verrez à quel point les échanges seront denses, mais je suis sûre que quelque chose fera que vous ne repartirez pas vierge de connaissances. Vous savez aussi avec quel esprit synthétique et précis procèdent Géraldine et Aurélie, et je suis sûre que par la suite, vous aurez encore d'autres matières à réfléchir. Je vous souhaite un très bon colloque. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Aurélie Huntas et donc, je vous souhaite aussi la bienvenue à ce colloque qu'on a eu le plaisir de co-organiser ensemble avec l'association nationale JAD. Et je voudrais juste dire un petit mot pour remercier tous les intervenants qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui et qui sont nombreux, qui se sont mobilisés pour vous qui vous êtes mobilisés, nos partenaires financiers évidemment aussi. Et puis, je voulais, on a eu aussi les parrainages alors du ministère, on va dire, associé à la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis de France Université, puisqu'on aura un regard un peu particulier sur les étudiants aidants cet après-midi. Et puis, il nous tenait à cœur pour cet événement de donner une place aux jeunes aidants, jeunes adultes aidants. Donc, on a décidé, au lieu de faire une session pour eux, qu'ils soient là avec nous tout au long de la journée, ou qu'elles soient là avec nous tout au long de la journée. Et donc, on aura 4 jeunes aidantes qui vont co-modérer les sessions avec nous, et puis on aura aussi une patiente partenaire. Et pour commencer, je vais les laisser se présenter. Alors, il y en a une qui n'est pas encore arrivée, mais qui va nous rejoindre avec les petits intempéries. C'était un peu compliqué. Et donc, pour commencer, je vais laisser Manon se présenter rapidement. Bonjour à tous, donc je m'appelle Manon Duboil et je suis ici en ma qualité de jeune aidante puisque mon papa est atteint de la maladie de Parkinson depuis maintenant à peu près 18 ans. J'ai 23 ans.
Et ayant quitté le domicile familial depuis peu, ma fonction d'aidante a évolué, mais j'ai donc pu avoir un recul nécessaire maintenant à tous les événements, toutes les étapes que j'ai pu vivre dans mon adolescence pour aider justement mon papa à traverser cette maladie et ce combat au quotidien. Et je remercie également l'Éducation nationale de me permettre d'être ici parce que je suis professeure des écoles. Je viens d'avoir mon concours et ils m'ont permis de pouvoir assister à ce colloque gentiment. Donc je les remercie et je laisse la parole à mes collègues. Bonjour, moi c'est Léa, j'ai 23 ans et j'ai été jusqu'à il y a 3 mois aidante de ma maman qui était atteinte de cancer. Et pardon. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui, ça fait plaisir de voir du monde. Moi c'est Chloé, j'ai 24 ans et j'ai aidé mon papa qui a eu un cancer du poumon en 2021, donc à ce moment-là j'avais 21 ans. Aujourd'hui il est décédé donc, depuis 2 ans et demi et je l'ai aidé, on va dire, de façon à distance parce que moi j'étais étudiante à Lille à ce moment-là et lui habitait à côté de Chartres. Donc voilà, c'est une forme d'aide un peu particulière, mais voilà, je suis fière d'être ici puis de pouvoir partager un petit peu mon expérience. Merci. Et donc, il y a Léonie qui nous rejoindra tout à l'heure et qu'on laissera se présenter. Comme Françoise Elien vous l'a dit tout à l'heure, on a depuis le début un soutien important de Malakoff Humanis, qui est très mobilisé sur la question des jeunes aidants, autant voilà, pour des actions de terrain que pour la recherche. Et donc, je vais laisser la parole à Jeanne de France pour dire un mot. Bonjour, alors moi, comme vous l'avez compris, je ne suis pas une jeune aidante, parce que déjà, je ne suis pas jeune. Voilà. Et donc, en fait, en revanche, je voulais vous dire que je suis très, très heureuse d'être ici. Je suis très heureuse que mon collègue Pascal Andrieux, qui devait vous parler, ne soit pas là et que je puisse avoir l'occasion de vous dire ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Donc, Malakoff Humanis, c'est le leader de la protection sociale et on a 4 piliers dans notre action sociale. On a un budget d'action sociale de 200 millions par an, donc c'est quand même assez conséquent. Et on a 4 piliers qui sont le bien vieillir, le cancer, le handicap et les aidants. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes aidants qui, le couple aidant-aidé, va cocher au moins 2 cases, puisque on a vu une jeune fille qui a aidé sa maman atteinte d'un cancer. Et puis, il y a aussi beaucoup de jeunes aidants, de leurs frères et sœurs, qui sont en situation de handicap. Alors, effectivement, on accompagne Jade depuis 2014. Et moi, je voudrais vous faire part de mon éblouissement que j'ai eu quand, en 2014, je suis allée à Ris-Orangis, alors que j'habite pas tout près de Ris-Orangis. Voilà, heureusement qu'il y a des GPS, et où j'ai découvert ces films absolument merveilleux. Alors, d'abord, la situation est très touchante, mais ça montre à quel point les jeunes aidants ont des ressources, une créativité hors norme, qui sont obligés de développer d'ailleurs tous les jours au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup, nous, pour essayer de soutenir tout ce que font les experts qui sont ici? On essaye de financer donc des recherches-actions, puisqu'on était, effectivement, on a soutenu le programme GED, qui est donc porté par Paris-Cité, l'Université Paris-Cité, donc l'étude Adoker dans un premier temps, qui est sur les jeunes aidants et qui... La recherche-action, c'est très important pour sortir de ses propres représentations, parce qu'on a toujours l'impression que parce qu'on a croisé 3 jeunes aidants, on sait comment ça fonctionne. Et au moins, ça repose les choses d'une manière statistique et propre, et c'est très important. Et la nouvelle étude EVA, dont je crois on va pas mal parler aujourd'hui, sur le vécu des parents par rapport à cette situation qui est quand même inversée. On essaye également de soutenir des actions de sensibilisation, des podcasts sur les jeunes aidants qui avaient été faits par Audencia, et également de soutenir des actions de détection comme la communauté digitale de la pause brindille. Je crois qu'également aujourd'hui on va en parler. Donc c'est une manière de rejoindre les jeunes sur leurs propres outils afin de créer en fait une communauté de soutien et de partage et de développer la solidarité entre les jeunes aidants. Bon, je pense qu'il y a même d'autres choses à faire sur le digital et j'essaierai de vous en parler à la fin de mon intervention.
On a également développé en fait un programme avec Unicité, puisqu'on soutient beaucoup de jeunes en service civique qui vont au domicile de personnes âgées. Et ce qu'on a remarqué, c'est que parmi ces jeunes en service civique, il y avait une proportion plus importante que dans le reste de la population de jeunes aidants. Pourquoi ? Parce que souvent, malheureusement, ils ont un parcours scolaire qui est quand même un petit peu plus compliqué que celui des autres. Donc c'est une manière là de toucher, d'être dans le concret. Et puis, on essaye aussi de soutenir l'accompagnement de ces jeunes aidants avec l'essaimage des séjours de répit JAD. Alors, j'ai pu constater en allant sur votre site comme quoi c'était vraiment étendu dans beaucoup de régions. Et ça, enfin, franchement, ce n'est plus que dans l'Essonne. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis également, on développe actuellement un programme avec Undensia pour favoriser l'entrée dans l'entreprise des jeunes aidants et qu'ils découvrent aussi à quel point ils sont extraordinaires et ils ont développé des capacités extraordinaires. Voilà. Alors, à côté de tous ces projets qu'on soutient, on essaye d'avoir notre action en propre, donc avec la sensibilisation de nos partenaires, parce que comme vous vous en doutez, on est quand même très implanté dans le tissu associatif. Et au mois de juin, on a organisé, donc d'ailleurs avec l'Université Paris-Cité et JAD, un webinaire sur les jeunes aidants pour les professionnels qui travaillent dans des associations qui n'ont rien à voir avec les jeunes aidants. Moi, je voulais qu'on le fasse parce que je suis très attachée à cette cause, mais je pensais que ça serait un flop total. On a quand même eu plus de 100 associations qui étaient autour de la table, donc des professionnels, et je crois que ça a donné lieu à de très, très belles initiatives. Et puis, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les jeunes aidants, les enfants, en fait, ou les petits-enfants des ressortissants Malakoff Humanis. Et pour ça, vraiment, on a vraiment beaucoup d'outils. Dans les cas de situation d'urgence, on peut mettre en place en fait du répit quand on voit que l'aidant en peut plus. Ça peut être une garde de nuit, ça peut être certains sujets. Et ensuite, surtout, on essaye de faire en sorte de mettre des solutions pérennes en aidant les jeunes aidants dans l'ensemble des tâches administratives qui sont quand même assez compliquées. Il y a dans la salle 2 assistantes sociales qui font entre autres ce métier et qui le font, croyez-moi, avec énormément de cœur. Et puis quand, malgré tout, il y a besoin de soutien financier, on peut être là aussi puisqu'on a des aides financières. Je vais vous faire une confidence peut-être un peu orgueilleuse, mais il se trouve que, alors, en m'appuyant sur le travail de Jade, j'avais proposé au GIE Agir Carco qu'on mette en place une aide financière aux jeunes aidants. Et donc, puisqu'on a des aides, les mêmes aides pour toute la retraite complémentaire, c'est une chose qui a été acceptée. Et le jour où je l'ai appris, c'est la seule fois où j'ai pleuré positivement dans ma carrière. Et si jamais je veux qu'on se souvienne de ce que j'ai fait, j'aimerais qu'on se souvienne de ça dans ma carrière. C'est peut-être pour moi le moment le plus émouvant et le plus important. Donc c'est pour vous dire combien ces situations me sont proches. Alors, notre petit problème quand même, parce qu'on n'est pas parfait, c'est qu'on accompagne, à mon avis, largement 15 000 aidants, au sens large, pas uniquement jeunes aidants. Et finalement, dans une aide par an, finalement, si on arrive à accompagner 10 jeunes aidants dans l'année, c'est le maximum. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un gros problème, et c'est pour ça aussi qu'on continue à vous accompagner sur la détection des jeunes aidants. Et voilà. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais vous parler pendant très peu de temps, rassurez-vous quand même. C'est qu'à mon avis, il y a 2 freins à le fait que les jeunes aidants osent demander de l'aide, sur lesquels on peut peut-être travailler. Et j'espère que tous les experts qui sont dans la salle vont peut-être se pencher davantage sur cette question. D'abord, c'est la question de la déconstruction de la représentation de la normalité. Qu'est-ce que c'est être normal ? Donc j'ai pu, grâce à l'Université Paris-Cité, assister lundi soir au magnifique film Normal qui décrit la vie d'une jeune aidant. Alors, je peux vous dire qu'elle est complètement normale, parce que moi j'ai eu 2 ados. C'est pareil, c'est-à-dire que grosso modo, ça oscille entre je me mets du rimel et je dors dans mon pyjama licorne. Donc là-dessus, elle est absolument normale. Mais effectivement, elle est dans un contexte qu'elle perçoit, elle, comme anormal, à savoir la maladie de son père. Voilà. Et en fait, on est tous très influencés pour ça. Je vais vous prendre 2 exemples. J'avais une amie de pension qui était vraiment une très bonne amie. On a passé 5 ans ensemble en pension. On était très proches. On est restés proches ensuite. Et je n'ai appris que le jour de ses 40 ans qu'elle avait un frère en situation de handicap. Elle ne me l'avait jamais dit, alors que c'était une de mes proches amies. Je vais prendre un autre exemple qui est peut-être un peu plus drôle. Alors moi, j'ai l'âge d'avoir des parents qui commencent à perdre leur autonomie. Bon,
il se trouve que mon papa est décédé depuis très très longtemps. Et ma maman, elle a 80 ans, elle circule en vélo dans Paris, elle a toute sa tête, elle fait des études, enfin voilà quoi. Mais quand mes collègues sont là à me parler de leurs parents qui sont vieillissants, les collègues, et ben je dis ah oui, moi maman aussi, je commence à voir qu'il y a une différence et tout, qu'elle oublie les dates. En fait, elle a toujours oublié les dates. Hein. Déjà quand quand j'avais 8 ans, un jour, elle nous a emmenés 2 jours en avance quelque part. Donc c'était voilà. Mais en fait, je me rends bien compte que je suis pas vraiment dans la normalité sur ce sujet parce que moi, bien qu'ayant 57 ans, j'ai une mère qui est d'un dynamisme extraordinaire. Voilà. Et donc, c'est la question de l'empathie qui fait que je vais faire comme les autres, à dire « Ah oui, moi, je commence à avoir des problèmes, alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. » quoi, voilà. Et ça, je pense que c'est question de la normalité sur lequel les marques surfent à fond, puisque c'est comme ça qu'ils vendent des baskets. D'ailleurs, toutes ces demoiselles, elles ont toutes des baskets, vous remarquerez, à peu près les mêmes aussi. Eh bien, on a, nous, société, je pense, un véritable effort à faire pour essayer de toucher à la déconstruction de la représentation de la normalité, parce que finalement, qu'est-ce que c'est être normal C'est difficile. Alors, en plus, maintenant, les réseaux sociaux ne nous aident pas vraiment, parce que alors, vous voyez sur les réseaux sociaux des familles absolument magnifiques, vraiment. Alors, les enfants sont tous habillés, coordonnés du matin jusqu'au soir, les intérieurs sont parfaits, enfin voilà. Moi, je ne sais pas comment ils font. Moi, chez moi, c'est pas comme ça, voilà. Mais un ado qui est jeune aidant dans un intérieur qui est pas franchement rangé, il voit ça, ces familles ricorées. Moi, j'appelle ça des familles ricorées. Eh ben, il se dit effectivement, je suis pas normal. Et là, je pense qu'on a tous notre responsabilité aussi de vérité par rapport aux situations, de savoir dire en fait quelle est la vérité. Et puis, une autre chose que j'aimerais proposer, en fait, c'est que, justement, les jeunes qui sont actifs sur les réseaux sociaux, les jeunes aidants, eh ben, finalement, ils aillent faire des TikTok où ils se montrent comme des super-héros, parce que ce sont des super-héros. Je ne sais pas si vous voyez, moi, sur Instagram, je trouve ça merveilleux. Vous avez des gens qui restaurent des maisons en 3 jours. Tout est impeccable. Quand ils font le ménage, alors là, je veux dire, ils ont des produits fabuleux pour tout décrasser. Moi, je n'ai jamais eu ça. J'aimerais bien savoir. Et finalement, je trouve que les jeunes aidants, ils pourraient faire aussi des vidéos comme ça. Genre, je remplis la boîte de médicaments de mes parents en 3 secondes. Je sais faire le ménage. Voilà, sur un mode comme ça, parce que c'est ça qu'ils sont. Ils sont en train de développer des capacités à fait fabuleuses qui vont vraiment leur servir dans la vie professionnelle. Et ça, finalement, si on le mettait finalement vraiment en visibilité, peut-être que tout le monde aurait envie d'être jeune aidant finalement. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on essaye de faire. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Bien. Alors, nous sommes incroyablement heureuses de vous avoir aujourd'hui dans cette salle pour ce 3e colloque sur les jeunes aidants. Et puis, au-delà du 3e colloque, ce jeudi 10 octobre 2024, voit le lancement du guide de sensibilisation à destination des professionnels en milieu scolaire, donc intitulé « Connaître et accompagner les jeunes aidants ». Cette réalisation, elle est issue d'une collaboration entre la recherche que nous animons avec énergie avec Aurélie et l'expertise de terrain de Jade. Ce guide, il est né de la nécessité de faire sortir les jeunes aidants de leur invisibilité en milieu scolaire. En effet, nos études ont montré qu'on pouvait compter 3 à 4 jeunes aidants par classe au collège et au lycée, et qu'ils sont trop nombreux, ces jeunes aidants, à ne pas être identifiés et soutenus dans leur rôle. Aussi, nous nous sommes efforcés de compiler toutes les informations utiles pour permettre aux professionnels en milieu scolaire d'accompagner ces jeunes aidants. Donc, nous sommes très heureuses d'avoir eu, grâce au soutien d'AG2R, la mondiale, et en particulier de Chloé Pilot-Tonnelier, qui me demande de l'excuser. Elle devait faire cette ouverture avec moi, mais il y a Kirk, donc elle arrivera un petit peu plus tard. Mais donc, grâce au soutien financier d'AG2R, on a vraiment pu transformer ce projet en un bel objet. Un bel objet qui donne envie d'être lu,
relus, enfin je l'espère, et dont l'essaimage, donc là chaque participant du colloque en a un exemplaire, et puis l'essaimage de support va se poursuivre dans les semaines à venir auprès des partenaires de terrain, des acteurs, pour encore une fois favoriser le soutien aux jeunes aidants. Et donc n'hésitez pas à renvoyer vers nous des collègues, des collaborateurs qui pourraient être intéressés pour disposer de ce support dans leur établissement. Voilà, donc on espéra qu'il vous plaira. Et puis je remercie le comité de rédaction qui m'a aidé sur ce projet, et puis le comité de relecture qui s'est mobilisé souvent assez rapidement pour réussir à tenir les délais. Voilà, pour la fin de cette introduction à ce colloque. Et je pense que je peux appeler sur scène avec moi Manon, qui sera notre jeune aidante témoin. Manon, je te propose de prendre place à la table de présidence. Et puis, Françoise Élien va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et puis, puisque j'ai la parole, sans transition, donc là, on va enchaîner un certain nombre de présentations dans cette première partie, avec donc cette première partie centrée sur finalement c'est quoi aider, et essayer d'apporter réponse à cette question à partir des données de la recherche. Et donc une première partie autour des contours théoriques et méthodologiques de l'aide. Et je vais introduire brièvement cette session. Alors en introduction, je vous propose, Madame Élien, venez prendre place. Prenez place à côté de Manon, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'étais en train de dire que j'allais proposer à la salle un petit détour lexical et sémantique avec un premier constat. Aider, c'est beaucoup de mots. Mais finalement, la définition en tant qu'aide de ce qui est réalisé par les membres de l'entourage d'une personne fragilisée n'a rien d'évident en soi. J'attire également votre attention sur le fait que la notion d'aide, elle semble particulièrement française ou francophone. En anglais, le terme care est retenu, c'est imposé, dont la traduction est soin. Et on a peut-être ici manqué quelque chose, puisque, comme le souligne Françoise Saillant, une anthropologue québécoise, je la cite, « Le soin implique une relation qui participe du lien social, qui s'inscrit donc dans une durée et une interdépendance. L'aide apparaît comme instrumentale et unilatérale. » Ce terme serait donc peut-être plus juste pour rendre compte de l'aidance. Bon, j'ai pas le temps de poursuivre ma déconstruction lexicale, donc je poursuis en vous introduisant la nouvelle définition des jeunes aidants que nous avons récemment proposée. Une définition qui se veut plus englobante, plus illustrée par rapport aux caractéristiques de cette aide, avec l'introduction des termes soins, assistance et soutien aux proches. Ce sont finalement les travaux des experts des jeunes aidants qui nous permettent d'y voir plus clair en conceptualisant 6 types d'aides. En premier lieu, les aides dites matérielles, avec 3 sous-ensembles, les tâches domestiques et de gestion du domicile, la gestion administrative et l'aide financière pour soutenir la famille. Un second ensemble recouvre les aides dites interpersonnelles, c'est-à-dire qui sont dirigées vers une personne, avec la gestion de la fratrie d'un côté, et puis de l'autre, 2 aides qui sont dirigées directement envers le proche aidé, avec les soins personnels et le soutien moral. Ces 6 types d'aides, ils peuvent être catégorisés en 2 gros registres, le registre instrumental d'une part et le registre émotionnel d'autre part. Le point commun à ces types d'aides, c'est qu'ils touchent la vie quotidienne de l'aidé et de l'aidant.
Une dernière considération s'impose, selon moi, la nécessité de différencier, de prêter attention au caractère chronophage versus psychophage. Excusez le néologisme, mais j'ai rien trouvé de plus approprié en préparant cette présentation. C'est-à-dire qu'en effet, certains enfants peuvent aider de nombreuses heures par jour pour la gestion du domicile, du ménage, pour les tâches pratiques, tandis que d'autres consacrent moins de temps à l'aidance, mais vont réaliser des tâches qui, par exemple, vont impliquer des soins personnels relevant de l'intimité ou encore des soins émotionnels qui sont susceptibles de davantage les affecter sur le plan psychologique. Des outils existent pour évaluer ces types d'aides, tels que la MACA, que nous utilisons dans nos études en population générale et dont vous allez entendre parler dans différentes présentations ce matin. Et puis, je souhaite également attirer votre attention sur la conceptualisation quantitative de l'aide autour de la notion de continuum qui a été proposée par Saul Baker, l'expert reconnu des jeunes aidants. Ce continuum, il va d'un faible niveau de responsabilité et d'aide à un très haut niveau, avec des indicateurs tels que la quantité, la régularité, la complexité, le temps consacré ou encore l'engagement de l'intimité et la durée de l'aide qui vont permettre de pondérer finalement et de positionner ce niveau d'aidance d'un jeune. Et donc, à l'extrémité gauche du continuum, on retrouve des activités de routine, des aides dans les activités de la vie quotidienne, et finalement de l'aide qui est plutôt attendue de la part d'un enfant et a fortiori d'un adolescent sur le plan la trajectoire strictement éducative. Puis, à l'autre extrémité, on a en revanche des activités qui sont vraiment considérables, quotidiennes, significatives, qui engagent un caractère indispensable. Si le jeune aidant ne les réalise pas, personne ne les réalise. Et là, on va considérer que ce niveau d'aide est inapproprié au regard de l'âge et de la culture du jeune. Et donc, garder en tête ce continuum peut vraiment permettre de penser cette question de la jeune aidance. Alors en conclusion, s'intéresser à l'aide semble assez fondamental pour permettre une objectivation qui est souvent nécessaire pour identifier les jeunes aidants. En effet, dans nos études, on a pu montrer que 20 à 30% des jeunes aidants ne répondaient pas positivement à la question est-ce que tu apportes de l'aide ou du soutien à un proche en raison d'une maladie ou d'un problème de santé, alors que ces jeunes, pour autant, donc ils répondaient non à cette question, mais ils présentaient des scores d'aide. Ils étaient confrontés à la maladie et ils présentaient des scores d'aide de niveau élevé, voire très élevé. Donc finalement, ces jeunes aidants, cette portion non négligeable, elle est identifiable qu'à partir de l'abord concret de leurs activités d'aide. Et puis, sans cette objectivation, finalement, ils passent sous les radars. Cette objectivation, elle va aussi être utile pour positionner les jeunes aidants sur le continuum et permettre ainsi de différencier les jeunes confrontés à la maladie d'un proche mais qui n'ont pas d'activité d'aide significative et puis les jeunes aidants en tant que tels. Et cette différence, elle est importante parce que ces deux groupes n'ont pas les mêmes caractéristiques et n'ont pas les mêmes besoins. Donc là, il semble plutôt pertinent de les différencier pour permettre finalement de leur apporter des réponses qui soient spécifiques à leurs besoins et caractéristiques. Enfin, s'intéresser à l'aide permet aussi de comprendre, de visibiliser et de valoriser les tâches accomplies par les jeunes aidants. Et enfin, s'intéresser à l'aide, ça permet aussi aux jeunes de se représenter leur rôle et de se reconnaître comme aidants. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, nous allons maintenant rentrer dans un approfondissement de cette question de l'aide et j'appelle Diane Beduchauffe et Valérie Fontagneux à venir au pupitre. L'accès à la scène se fait par les loges sur le côté.
Voilà, je vous laisse le pointeur. Je vais mettre le... Alors, je mets le petit chrome. Ça marche avec ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Géraldine, pour cette introduction. Est-ce que vous m'entendez bien dans le micro? C'est bon? Donc, on va mettre le minuteur parce qu'on nous a demandé d'être précis sur le timing. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Diane Béduchot. Je suis doctorante en sociologie à l'Université Lumière Lyon 2 et je réalise depuis 3 ans maintenant une thèse sur la question des jeunes aidants qui est financée par la Caisse nationale des allocations familiales. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie Fontagneux qui est ingénieure de recherche à l'ENS de Lyon. Et nous allons aujourd'hui vous présenter une présentation que nous avons intitulée « Comment les lycéens aident-ils ?» dans laquelle nous allons essayer d'aller regarder un petit peu ce qu'une approche sociologique du continuum de l'aide pourrait nous dire. Alors, le constat qui a présidé au départ de cette étude, c'était que nous avions peu de données sur l'engagement des jeunes, de manière générale, dans l'aide domestique et dans le soin. D'après l'enquête emploi du temps de l'INSEE, qui a été faite en 2010, les jeunes de 11 à 18 ans réalisent en moyenne 44 minutes de travail domestique par jour, avec une différenciation très genrée, puisque les jeunes filles réalisent 1 heure de travail domestique contre 29 minutes pour les jeunes garçons. Et la question qui s'est posée au regard de ces résultats, c'était de savoir quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'implication d'un lycéen, d'une lycéenne, dans le travail domestique et le soin. Est-ce que l'âge, le genre, l'origine sociale sont des données pertinentes pour expliquer l'implication dans ces tâches familiales? Est-ce que la présence d'un proche malade ou en situation de handicap au domicile est un facteur explicatif important? Et donc, pour vous resituer un petit peu notre positionnement, ce qu'on va faire dans cette présentation, c'est faire un petit pas de côté pour répondre à la commande qui était vraiment de se dire « c'est quoi aider ?» Donc, on va faire un petit pas de côté et aller vraiment regarder l'aide au sens large. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons analysé les tâches domestiques et de soins que les jeunes ayant répondu à l'enquête Adocker indiquent réaliser. Donc, les tâches de soins, des tâches domestiques et des tâches de soins. Donc, c'est 4029 lycéens qui ont bien voulu répondre au questionnaire. Donc, ces tâches, nous les avons croisées et modélisées au regard de leurs caractéristiques sociodémographiques et de celles de leur famille, afin de déterminer les caractéristiques qui ont une influence, qui sont explicatives des variations de cumul des tâches qu'ils réalisent. Et dans ce... Oui, je t'en prie. Excusez-moi. Et au même titre, du coup, nous avons étudié la présence d'un proche malade comme un facteur explicatif de l'aide. Merci. Alors, pour commencer, donc, nous sommes partis des données Adocker. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'enquête Adocker, donc, nous avons... c'est une enquête qui a été réalisée par le projet GED. Et donc, nous avons réalisé une convention avec Géraldine et Aurélie pour pouvoir faire un traitement secondaire de cette enquête. Et nous, d'ailleurs, nous les en remercions encore. Et donc, dans cette enquête, les lycéens sont amenés à répondre à des questions de réalisation de tâches, de fréquence de réalisation de tâches. Donc, ce que vous pouvez observer ici, donc nous avons réalisé un traitement secondaire de ces données avec nos propres questions. Donc, sur ce graphique, ce qu'on observe, c'est la fréquence des tâches qui sont réalisées par l'ensemble des lycéens qui ont été interrogés. Alors, ces tâches, elles sont classées par ordre décroissant de réalisation. C'est-à-dire qu'en haut du graphique, vous avez les tâches qui sont réalisées le plus fréquemment par les lycéens, et en bas du graphique, celles qui sont réalisées le moins fréquemment. Alors, on peut regrouper ces tâches en 4 lots. Donc, dans un premier temps, vous avez un lot de 3 premières tâches qui sont donc ranger sa chambre, faire la vaisselle, aider à lever et porter des charges lourdes, qui sont réalisées par la très grande majorité des lycéens, environ 90%. Ensuite, vous avez un ensemble de tâches qui sont réalisées par un petit peu plus de la moitié des lycéens. Donc, ce sont des tâches réalisées autour de 60% des répondants. Donc, c'est notamment prendre la responsabilité pour des achats, tenir compagnie à quelqu'un ou faire attention toute seule à ses frères et sœurs.
Et puis, on passe ensuite dans un troisième lot de tâches qui sont réalisées par moins de la moitié des lycéens, donc 35% des lycéens. Et ce sont notamment faire des rénovations, surveiller les frères et sœurs, accompagner la personne dont tu t'occupes. Et puis, tout en bas du graphique, vous avez les tâches qui sont réalisées par une toute petite minorité des lycéens, autour de 15%. Donc, notamment, aider quelqu'un à se laver, aider quelqu'un à prendre sa douche. Je précise qu'ici, on ne sait pas si la personne qui est accompagnée pour la douche ou pour se laver est un adulte, est un enfant, et s'il est en situation de handicap ou de maladie. Alors, à partir de l'ensemble de ces 18 tâches, nous avons établi des scores en cumulant les valeurs 0, 1 ou 2, selon que la tâche, pour chaque lycéen, est réalisée jamais, parfois ou fréquemment. La distribution de ces scores, donc vous voyez des histogrammes à l'écran. Un histogramme permet de voir les effectifs de ceux qui ont un score de 0, de 1, de 2, etc., jusqu'au score maximum. Le premier graphique, le premier histogramme vous montre le cumul des tâches domestiques. Donc nous voyons que ce score est concentré autour d'une moyenne de 7, avec une répartition à peu près équilibrée du côté des scores plus faibles et des scores plus élevés. Montrant ainsi une tendance à avoir un intervalle de score autour de cette valeur de 7. Par contre, pour ce qui concerne le score de soutien à autrui, alors là, nous avons une répartition bien différente, c'est-à-dire que nous avons une majorité de jeunes qui ne participent à aucune de ces tâches, donc qui ont un score de 0, ils sont 18%, et ensuite nous avons une décroissance progressive des effectifs de ceux qui vont vers les scores les plus élevés. Le score global qui cumule les tâches de soins et les tâches domestiques, quant à lui, du coup, cumule un peu ces deux allures de distribution et donc se répartit sur un intervalle allant de 0 à 36 points possibles. Nous avons utilisé cette distribution du score global pour comparer les deux extrêmes, à savoir le premier et dernier quartile, afin de comparer les plus aidants et les moins aidants dans la réalisation des tâches. Donc pour cela, nous avons donc le premier quartile, le 25% les moins aidants, donc des scores compris entre 0 et 7, et le dernier quartile, des scores compris entre 16 et 36. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder un petit peu plus en détail que font les lycéens qui aident le moins et ceux qui aident le plus. Donc vous avez compris, on a pris notre population, on l'a coupée en 4, et là on va aller regarder les premiers 25%. Donc si on regarde les tâches que font les lycéens et les lycéennes qui sont dans le premier quartile, ceux qui aident le moins, ce qu'on observe, c'est qu'ils réalisent majoritairement des tâches domestiques. Donc c'est notamment ranger sa chambre, faire la vaisselle et porter des charges lourdes. Et les tâches qu'ils réalisent le moins fréquemment, ça concerne la surveillance des frères et sœurs, le soin à autrui et les tâches d'aide à l'hygiène qui ne sont jamais réalisées. Je vous précise qu'en bleu sur le graphique, c'est la réponse jamais. Et ensuite, en orange, c'est parfois. Et en orange foncé, c'est fréquemment. En revanche, si on va regarder quelles tâches font les lycéens qui aident le plus, donc ceux qui sont dans le 4e quartile avec les scores les plus élevés, ce qu'on observe, c'est là une répartition bien différente du type de tâches. Là, on observe que ces jeunes-là sont beaucoup plus polyvalents. Ça, vous le voyez à l'allure du diagramme, puisque vous voyez il y a du orange un petit peu partout. Donc, ils réalisent la plupart des tâches. Donc, ils sont polyvalents. Ils combinent à la fois des tâches domestiques et des tâches de soins. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe, il réalise des tâches qui ne sont pas du tout réalisées par les jeunes du premier quartile. Et ce sont notamment les tâches d'aide à l'hygiène, les tâches d'aide financière et les tâches d'aide à la traduction. Maintenant, si nous regardons les caractéristiques sociodémographiques de ces deux groupes, donc des moins aidants et des plus aidants, nous voyons que chez les plus aidants, nous avons une moyenne d'âge un peu plus élevée, que ce sont un peu plus fréquemment des filles, qu'ils sont un peu plus fréquemment membres d'une fratrie, mais surtout moins fréquemment le plus jeune de cette fratrie, 17% contre 50%. Ils parlent plus souvent une autre langue à la maison, 55% contre 18%. Ils indiquent plus souvent soutenir un proche, 62% contre 20%, et sont plus souvent confrontés à la maladie d'un proche, 36% contre 20%, en ce qui concerne les caractéristiques les plus marquées. Et donc, maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est d'aller essayer de regarder quels sont les facteurs qui influencent la réalisation des tâches. Et pour ça, on va vous proposer l'étude de 4 facteurs en particulier.
Donc, pour commencer, on est allé regarder est-ce que le sexe était une variable intéressante pour regarder la variation du score. Alors, vous avez sur le graphique numéro 5 la moyenne des scores selon le sexe. Donc, en violet clair, vous avez les filles, et en violet foncé, les garçons. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, le sexe, c'est une variable significative, puisque les filles ont des scores moyens qui sont systématiquement un peu plus élevés. Qu'il s'agisse du score global, que vous avez à gauche, ou du score, ce qu'on a appelé foyer, c'est-à-dire de l'aide domestique ou instrumentale, ou du score de soutien. Donc ça, c'est déjà un premier élément, une première donnée. Ce qui est assez intéressant de retenir, c'est que si l'on va regarder dans la précision des tâches, pour le score de soutien à autrui, les filles ont des scores nettement plus élevés. Je vous donne un chiffre à retenir, notamment pour ce qui est de la tâche aider quelqu'un à prendre sa douche. 19% des filles déclarent le réaliser, contre 4% des garçons. Et donc là, on retrouve des données qu'on connaît déjà sur la socialisation aux soins à autrui et à l'hygiène des filles plutôt que des garçons. Précisons encore que pour cette tâche, on ne sait jamais si elle est réalisée envers un autre enfant de la fratrie, envers un adulte. Voilà. Pour ce qui est de la question de l'âge, est-ce que l'âge, c'est une variable intéressante pour voir si on aide plus ou on aide moins? Alors là, effectivement, l'âge, c'est aussi une variable influente, puisque la moyenne du score augmente avec l'âge. Donc vous voyez à gauche, pour les jeunes qui ont 14 ans au moins, on a un score global autour de 9,9, et ce score va en augmentant pour les jeunes qui ont 18 ou 19 ans autour de 13,77. Donc plus on augmente en âge, plus on va être amené à aider statistiquement. Ensuite, on est allé s'intéresser à un élément qui revenait beaucoup en fait dans l'étude, c'est la question de la langue, puisqu'on a vu que le fait de parler une autre langue, de déclarer parler une autre langue à la maison, c'était un facteur significatif. Et là, on le voit effectivement. Sur le graphique numéro 7, vous voyez que la langue, le fait de parler une autre langue à la maison, ça induit un score plus élevé, et qu'en plus, les scores et les écarts sont beaucoup plus élevés que sur les autres graphiques. Donc vous voyez, sur le score global, les jeunes qui déclarent parler une autre langue à la maison ont un score moyen de 13,7 contre un score de 10 pour les jeunes qui ne déclarent pas parler une autre langue. Donc la langue, c'est effectivement, et ça avait déjà été montré dans l'étude Adoker, un facteur qui influence l'implication dans l'aide. Le graphique 8 présente, lui, les différences de moyenne selon un indicateur de niveau social des jeunes. Alors, c'est un indicateur que nous avons calculé en combinant l'information sur l'établissement, à savoir l'IPS, l'indice de position sociale, qui est un indicateur agrégé public qui tient compte de la profession des parents. Et à cet indicateur, nous avons ajouté une information qui est le ressenti du jeune par rapport aux conditions financières dans lesquelles il se trouve par rapport aux camarades de sa classe, à savoir moins bonnes, meilleures ou identiques. Donc on voit au travers de ce graphique que plus cet indice, qui est ici découpé en 3 intervalles, plus cet indice est élevé, plus l'aide va être moins importante. Donc en fait, plus les jeunes sont en bas de l'échelle sociale et plus ils vont avoir un score élevé dans l'autre sens. Et ceci pour les différents scores. Alors, maintenant que nous avons identifié un certain nombre de facteurs qui ont une incidence sur la contribution des jeunes aux tâches domestiques et aux tâches de soins, nous nous demandons quels sont les facteurs explicatifs une fois qu'on les considère tous simultanément. Donc, pour cela, nous avons mené une modélisation à partir d'un modèle de régression linéaire pour lequel vous avez à gauche dans le tableau donc, les différentes caractéristiques que nous avons intégrées au modèle de sorte de voir lesquelles restent significatives pour expliquer la variabilité du score global. Dans les dernières colonnes, vous avez donc la significativité de ces caractéristiques. On va se pencher peut-être un peu plus directement vers le classement du coup de ces caractéristiques en fonction de la taille de l'effet qu'elles ont sur la variabilité de ce score. Et nous avons par ordre d'importance, du coup, tout d'abord la place dans la fratrie, ensuite le fait de parler une autre langue à la maison, puis notre indice qui met le IPS de l'établissement est ressenti, et ensuite la présence d'un proche malade. Plus loin derrière arrive le sexe et les autres caractéristiques. Alors, à travers ce schéma, nous souhaitons illustrer la variabilité des scores selon ces différents indices que nous avons détectés comme les plus influents, à savoir donc la place dans la fratrie, le fait de parler une autre langue et la présence d'un proche malade au domicile ou non. Donc, à chaque niveau, donc vous avez à gauche les garçons, à droite les filles. Ensuite, nous avons distingué cadet et né, puis
ne pas parler d'une langue et en parler une, ne pas avoir de proche malade et avoir un proche malade. Donc, à gauche du premier arbre, vous avez les garçons cadets ne parlant pas d'autre langue et n'ayant pas de proche malade, et à droite, les aînés parlant une autre langue et ayant un proche malade. Et on voit, pareil chez les filles, et on voit que les moyennes de ce score, du coup, sont quasiment en progression continue, de 8,2 jusqu'à 15,67 pour les garçons et de 7,92 jusqu'à 17,63 pour les filles. Et donc, pour conclure et vous offrir des perspectives de réflexion dans le but de cette journée, il nous semble qu'il y a deux éléments qui peuvent être intéressants à discuter. Le premier, c'est que cet arbre, il permet de montrer que parmi les jeunes qui ont un proche malade, il y a une très grande diversité d'engagement dans l'aide. Et ça, c'est ce qui avait déjà été dit en introduction, parce que si vous regardez les garçons cadets, donc tout à gauche, qui ont un proche malade, on a un score à 9,21. Par contre, si on regarde les garçons aînés qui parlent une autre langue, qui ont un proche malade, on a un score moyen à 15,67. Et donc, même chose si on regarde chez les filles. Donc, une très grande variété d'implications dans l'aide. Et ça pose des questions, je pense, même pour les acteurs institutionnels et associatifs. Et puis, une deuxième perspective de réflexion, c'est autour de la question de l'aide. Ce qu'on observe aussi grâce à ce schéma, c'est que ça montre que la présence de la maladie, c'est pas le seul facteur qui influence l'implication dans un engagement dans l'aide d'un jeune, ni le plus important, puisque ici on observe que certains jeunes qui n'ont pas de proches malades à domicile sont très impliqués dans l'aide. Si vous regardez par exemple les filles de 15 ans qui sont aînées, qui parlent une autre langue, mais qui n'ont pas de proches malades, elles ont un score moyen autour de 15,12, beaucoup plus que des garçons cadets qui ont un proche malade. Donc, ce qu'on espère vous apporter ici, c'est des éléments de réflexion sur ces questions de facteurs qui influencent l'engagement dans l'aide et donner des perspectives pour cette journée. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Le soutien émotionnel, c'est vraiment un soutien qu'on oublie, qu'on met de côté. Les formes d'aide des jeunes aidants, elles s'entrecroisent en fait. C'est pas une aide à certains moments. On peut soutenir émotionnellement, on peut aussi soutenir avec de l'aide matérielle, financière, comme on a pu le voir. Et je trouve que justement, quand les jeunes aidants, quand cette aide, des jeunes aidants n'est pas forcément reconnue, c'est difficile pour nous en tant que jeunes aidants d'aller bien et de continuer à aider de manière efficace nos proches. Et c'est vrai que je trouve que tout ce qui est les soins psychologues, enfin les soins autour de la psychologie, de l'aide justement des jeunes aidants est très très essentiel et doit être plus approfondi. Merci. Merci Manon. Juste dire que ce qui me semble primordial dans ce qui vous a été exposé, ça va se poursuivre avec la communication de Aude et jusqu'à la fin de la matinée, c'est qu'on voit bien à quel point dire « il aide », si on ne le qualifie pas, si on ne le quantifie pas, on sera dans l'incapacité de repérer les jeunes qui ont le plus besoin d'un plan d'accompagnement. Voilà. Et je pense que c'est essentiel et surtout qu'il n'y ait pas de confusion puisque aujourd'hui on voit bien dans les différents textes de différents plans de santé publique on a substitué proche, on a mis aidant alors que non, il y a des proches comme des jeunes proches confrontés à la maladie mais qui ne sont pas aidants et le fait de tout confondre et de tout mélanger, ça ne fait pas en sorte qu'on va pouvoir lors du PLFFS, défendre des allocations et des droits au répit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, et la recherche est essentielle, qu'elle nous permette de préciser quelle est la population de jeunes aidants qui a le plus besoin d'être accompagnée, aidée. Et cette question du soutien émotionnel, effectivement, était quelque chose qui passait trop sous les radars. Est-ce qu'il y a des questions ? On a la place pour 2 questions. Une question et demie. Allez, une question. Vous vous présentez juste pour qu'on sache d'où vous parlez. Oui, c'est ça.
Bonjour, Marina de l'Association française des aidants. Merci beaucoup pour ces présentations qui étaient très très intéressantes. J'avais une petite question qui est en complément de la première présentation sur les différents facteurs qui influencent le degré d'aide. Est-ce que la question du domicile ou plutôt du territoire de domicile peut influencer également dans la mesure où on pourrait imaginer que habiter dans un milieu plutôt urbain où les déplacements sont plus rapides, plus faciles, pourrait être un facteur d'aide pour l'aidant. Merci pour cette question. Alors, avec les données qu'on a dans l'enquête Adocker, on ne peut pas vraiment répondre à ça. Non, toi, tu as des idées? Alors, je te laisse après. Moi, je donne juste une perspective par rapport à la recherche que j'ai faite, moi, dans le cadre de ma thèse, qui est une recherche plus qualitative, donc d'entretien auprès de jeunes aidants. J'en ai réalisé une 60aine. Et là, on voit très bien la différence entre un lieu de résidence urbain ou rural, notamment avec la grande hétérogénéité des dispositifs de réponse en fonction des territoires. Avec la question des temps de transport, avec la question de l'accessibilité à des services d'aide à domicile. Donc effectivement, la résidentialité, c'est un facteur aussi. Mais moi, je ne savais pas qu'on avait des éléments. Si, on a pu constater que le lieu de domiciliation entre urbain, rural et semi-urbain, je ne sais plus exactement, avait un impact sur le score qui a trait aux apports domestiques, mais pas sur le reste. Enfin, par rapport à la masse des caractéristiques, elle n'était pas prépondérante. Merci. Une autre question? Aude souhaitait la parole. Vincent, par ici. Oui, bonjour, Aude Villatte, professeure en psychologie. J'ai été vraiment intéressée justement par toutes les présentations qui étaient très intéressantes, mais interpellée sur la question des facteurs liés à l'aide apportée. Vous dites que le fait d'avoir un proche malade, finalement, arrive un peu plus loin que d'autres facteurs comme facteurs explicatifs de l'aide. Or, quand on définit, il me semble, quand on définit ce que c'est qu'un jeune aidant, on suppose que le proche aidé est un proche malade ou un proche atteint d'une difficulté, qu'elle soit psychique, physique, etc. Je me demandais, est-ce que vos données amène à réfléchir à la question de l'aidance comme plus large que la possibilité d'aider un proche qui est malade ou qui est porteur d'une difficulté et pourrait nécessiter d'inclure dans la population des jeunes aidants qui viennent en aide à un proche qui vit une situation d'immigration, par exemple. C'est vraiment une question qui me vient quand je vous écoute. Merci beaucoup pour cette question. C'est le type de réflexion qu'on espérait susciter. Alors, effectivement, donc là, moi, je vais répondre encore par rapport à mes données d'enquête de terrain. Dans les jeunes que j'ai pu rencontrer, j'ai rencontré aussi des jeunes qui vivaient des situations sociales complexes et qui apportaient des aides qui n'étaient pas directement liées. Et encore une fois, c'est très difficile de savoir pour quelles raisons une aide est apportée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter, mais qui n'était pas directement lié à la présence d'un proche malade ou en situation de handicap, qui avait commencé avant ou qui était présente sans qu'il y ait dans la famille une personne malade. Donc oui, effectivement, à mon avis, si on se place du point de vue scientifique, ça questionne. Après, du point de vue de la reconnaissance politique, c'est une autre question et nous, on ne se positionne pas là-dessus. Mais nous, on aimerait interroger cette question de l'aide en tant que concept scientifique. Je ne sais pas si tu avais des réponses aussi sur... Alors moi, je veux bien compléter, Aude, par rapport à cette question-là. Nous, c'est une question qui nous a beaucoup habité aussi avec Aurélie, en lien avec la mise à jour de ces indicateurs de plus grande précarité, de potentiellement de différences culturelles. Pour autant, le fait de rester quand même dans cette conceptualisation de la jeune aidance telle qu'on l'entend, c'est-à-dire le critère principal restant de faire face à un problème de santé
d'un proche nous semble tout à fait fondamentale. On a réfléchi, cette question, on l'a nommée les jeunes aidants sociaux. Mais finalement, c'est peut-être pas le bon terme. Alors, bien entendu qu'il y a la question des activités, mais d'un point de vue de lisibilité des messages autour de la sensibilisation à cette question de l'aidance familiale chez les jeunes, tenir compte de ces indicateurs pour le repérage et vraiment identifier des facteurs de vulnérabilité additionnels, oui. Par contre, dévoyer, entre guillemets, la catégorie en intégrant dans ce rôle jeune aidant, la question de la jeune aidant, de l'aidance sociale, nous semble contre-productif à un niveau d'action politique et sociétale. Alors maintenant, comment intégrer cette question-là plus largement, ça semble être un autre champ de recherche. On est déjà très en retard. Oui, juste pour dire un mot, moi je ne suis pas chercheuse, mais je suis clinicienne et je pense qu'il est essentiel parce que quand le tout est dans le tout, il n'y a plus rien. Et donc, je pense qu'il y a quand même une incidence sur le développement psycho-affectif des enfants, une incidence sur le devenir des adolescents et des jeunes adultes qui n'est pas la même quand il y a de l'incertitude liées à la pathologie chronique, notamment des pathologies chroniques à risque létal, mais pas que. On voit très bien ce qui se passe pour ces jeunes qui accompagnent à long terme des parents atteints de troubles bipolaires. Et je pense que, bien évidemment, ça nécessiterait d'autres études, d'autres recherches, mais ne mélangeons pas tout, parce que quand on mélange tout, il n'y a plus rien. Et le tout dans le tout, ça fait du rien. Voilà. Merci beaucoup.